68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a été adoptée une résolution intitulée « La sécurité des journalistes et la question de l'impunité » par de multiples actions d'intimidation, de destruction de leur matériel de travail ou de fermeture de leurs médias. Le retour ou la montée des cas de censure contre les journalistes et contre les médias constitue l'une des plus grandes menaces pour la liberté d'expression et pour la démocratie dans notre pays. Ceux qui incarnent cette censure sont connus. Ils ont les visages d'hommes et de femmes. Ils occupent des postes de responsabilité. On les retrouve dans les institutions ou dans les services de sécurité. Ils opèrent dans les territoires sous contrôle des rébellions ou dans les zones gouvernementales. Cette année, ils font la une de notre rapport, même s'il ne s'agit que d'une liste indicative, mais pas exhaustive. Les violences contre les journalistes, les arrestations et privations de liberté, les attaques contre les installations des médias ou les suspensions des émissions qui ne visent qu'une chose, faire taire les journalistes et réduire au silence des voix qui dérangent, doivent être considérés comme des crimes contre la presse et contre la démocratie. Le pluralisme des médias, le droit d'informer et d'être informé à travers les médias de son choix, le droit d'exprimer ses idées et ses opinions critiques sont essentiels pour le débat démocratique dans un pays. Et les journalistes et médias qui participent à ce débat démocratique doivent être protégés de toute attaque et menace. Dans son rapport, nous disons donc que la situation sécuritaire fragile, notamment en raison des conflits armés persistants à l'est du pays, ne doit pas servir de prétexte aux autorités pour entraver le travail normal de la presse et imposer un régime de censure sur les médias. La célébration de cette journée sous le thème « La sécurité des journalistes en période de crise et en situation d'urgence » vise à promouvoir un débat plus large sur la sécurité des journalistes travaillant dans des zones de conflit et de guerre. Beaucoup de professionnels des médias ont payé le prix fort de cette insécurité, soit par la mort, des disparitions, des arrestations ou des destructions de leurs infrastructures. Les journalistes congolais travaillant à l'est du pays ou ailleurs, dans les zones qui ne sont pas touchées par la guerre, n'ont pas été épargnés par cette crise sécuritaire. Voilà pourquoi, à l'issue de cette présentation, nous prévoyons d'organiser un rapport d'experts, un panel d'experts sur les mécanismes à mettre en place pour renforcer la liberté de la presse et la sécurité des journalistes dans ce contexte de la guerre de l'Est. Et d'ores et déjà, je dis merci aux intervenants qui ont accepté de participer à ce débat et je vous dis merci à tous. Je constate que bien au-delà de ce que vous avez indiqué, on aura peut-être le temps de faire un petit commentaire rapidement, mais que nous avons tous l'engagement de faire avancer l'écosystème des médias. Alors, je ne me mettrai pas dans la position de GED qui regarde les défis qu'il faut relever, encore que j'aurais voulu que journalistes en danger regarde aussi un peu la part ou la responsabilité des journalistes qui sont concernés par chacun des cas que vous avez épinglés. Parce que lorsque quelqu'un se réveille le matin et tombe sur votre rapport, il est présenté comme le bourreau, il peut se sentir de droit lésé, ou il peut se sentir stigmatisé, alors que sûrement, il ne voulait que faire le travail qui est le sien. Et donc ici, il faut regarder la question dans la globalité. Pour aller point par point, il y a un contexte général, malheureusement, le contexte de la guerre, qui porte en lui-même les germes des attaques sur le journaliste. Vous savez, par exemple, pour parler d'abord de la partie est de notre pays, les agresseurs, nous connaissons les agresseurs, nous connaissons l'état de la liberté de la presse au Rwanda. Nous connaissons quel type de traitement est réservé aux journalistes dans cette partie de l'Afrique. Et donc, il va de soi que dans les zones qu'ils occupent, qu'ils prennent directement les médias possibles, parce qu'ils sont dans un contexte de terreur, dans un contexte où ils veulent devenir le maître de tout ce qui est vu
sur lequel nous travaillons pour réussir à restaurer la paix, et la paix qui va permettre aux uns aux autres, parce que jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il y a certains journalistes que nous avons appuyés à un moment, qui sont encore à Goma, puisqu'ils ne savent plus rejoindre les territoires ou les médias dans lesquels ils opéraient il y a quelques mois déjà passés. Et donc là, c'est malheureusement lié au contexte de la guerre, mais il y a un effort à faire pour que nous puissions y arriver. Alors, je ne suis pas le CESAC pour parler à sa place, mais je présume que dans un contexte mondial dominé par la guerre et les conflits, dans un contexte mondial où les populations sont envahies par les machines de la désinformation et des fake news et de tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec d'ailleurs l'arrivée de l'intelligence artificielle qui arrive à exacerber un certain nombre. Vous ne pouvez pas empêcher aux organisations établies d'essayer de donner des réponses. Sûrement que nous ne regardons pas la question de la même manière, mais alors, interrogeons-nous, chers Jivis, pourquoi l'Europe, l'Union européenne, a banni la diffusion des médias russes? Alors, je ne voudrais pas prendre cela comme un exemple, parce que sûrement que vous me direz, c'est aussi une entrave à la liberté d'expression. Mais lorsqu'il y a des impératifs liés notamment à la sécurité, lorsqu'il y a des impératifs liés notamment à la lutte contre un certain nombre d'antivaleurs, parce que ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a malheureusement dans notre contexte des journalistes qui ne les sont pas au sens strict du terme, mais qui bénéficient de la couverture du métier et qui s'adonnent malheureusement à la désinformation, à la diffamation, et c'est connu de vous, parce que vous aussi comme journaliste ou ayant un background dans les métiers, vous savez aussi qu'il y a des cas qui malheureusement nécessitent des réactions, parce qu'il n'y avait peut-être pas une structure. Heureusement que nous avons un nouveau président de l'Union nationale de la presse du Congo qui devrait, dès que ces organes seront pleinement établis, aider à mettre de l'ordre dans la corporation. Mais toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on en fait, en guillemets? Parce que nous savons tous qui dérape. Des pratiques, un journaliste comme Pasteur Ligodi qui est dans la salle, j'ai rarement entendu qu'il était lui pris pour cible. Non pas qu'il dit toujours des choses gentilles, mais parce que lui-même, il s'autocensure, parce que lui-même, il fait le travail du recoupement, il fait le travail de la vérification que les autres ne font pas toujours. Je ne voudrais pas revenir sur certains cas qui nous touchent au sein même de la profession, mais ça, c'est les contextes globaux. Alors, fallait-il que les journalistes en danger interrogent les personnes qui sont désignées comme des bourreaux pour avoir leur personne en tête? Sûrement qu'on n'est pas devant une instance judiciaire, mais je pense que toutes ces structures ont trouvé, fort malheureusement, sûrement, des bonnes raisons pour justifier l'une ou l'autre décision qui a été prise. Alors, les jeux pour moi ne devraient pas consister à aller dans ce que les autres ont comme motivation pour faire ceci, pour faire cela, parce qu'il y a un principe que nous voulons tous promouvoir, c'est la liberté d'expression. Mais une liberté que nous devons, nous tous encadrer, une liberté pour laquelle nous devons faire une coalition pour la protéger. C'est pour ça qu'il est important, et c'est pour ça que c'était un objectif majeur pour nous, dans les cadres du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa, d'accompagner l'installation d'une nouvelle UNPC et d'entrevoir avec GED notamment comment cette fois-ci nous allons travailler pour une meilleure compréhension de ce que dit la loi. Parce que les journalistes professionnels, je suis désolé, ce n'est pas les journalistes qui ont le droit des réponses. Parce que cela suppose qu'en amont, ils ont pris toutes les précautions. Parce que moi, je reçois des journalistes qui m'écrivent et disent non, il y a des plaintes contre nous. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pouvez pas intervenir? Est-ce qu'ils n'ont pas violé votre loi ou la loi qui porte votre nom? Je suis désolé, certains de ces journalistes ont volontairement agi
en propageant ce qu'ils savaient être des fake news. Mais comment on réagit face à ces cas précis? C'est pour ça que je nous invite, nous tous, je nous exhorte, nous tous, à continuer dans les mêmes esprits qu'on a commencé, en tout cas depuis que nous sommes en responsabilité à la tête de ces ministères, pour que le processus de salubrité médiatique que nous avons promis au président de la République, nous les fassions nous-mêmes au départ. Même si nous devons... Vous savez, la loi, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais je crois que tout le monde ne sait pas que dans la loi Mouyaya, peut-être pas, en tout cas pas non plus tous les professionnels des médias le savent, qu'il y a des soupapes qui nous mettent dans l'antichambre de la dépénalisation. Il y a un mot que j'aurais voulu entendre, je ne l'ai pas entendu, c'est le mot responsabilité. Parce que c'est aussi un mot qui est à rattacher étroitement à l'exercice du travail de journaliste. Et donc, moi, nous sommes disponibles à continuer à travailler avec JET, mais nous sommes aussi disponibles à continuer à travailler dans la pédagogie pour réussir à mettre en place des mécanismes, des préventions. Alors, il y aura évidemment toujours des cas, des dérapages, mais ce que vous pouvez noter, c'est que ce n'est pas une stratégie et ça ne se fait pas de manière systématique. Il y a un besoin, évidemment, lorsque le CESAC dit aux médias de ne pas parler de la situation dans l'Est sans se référer aux autorités publiques. D'un point de vue, ça peut paraître comme, vous le dites, une entrave, mais de notre point de vue, non. Parce que comment vous voulez couvrir une situation de sécurité sans que vous ne puissiez donner la voix à ceux qui sont censés en être les garants? Vous faites un reportage, vous parlez des rébellions, vous parlez de tout ce qui s'y passe. Nous sommes d'ailleurs dans un contentieux avec TF1. Je saisirai sûrement les CESAC dans un prochain pays, parce que TF1 a fait un reportage en RDC. Il a donné la parole aux terroristes sans donner la parole au gouvernement, ni aux services qui ont pourtant concouru à la protection des journalistes quand ils étaient là, dans l'exercice de leur reportage. Alors, pour des cas comme ça, qui diriez-vous? Est-ce que c'est un oubli ou ça procède d'une stratégie délibérée? Alors, quand vous regardez toutes ces questions-là, c'est peut-être parce que sur les questions militaires, qui engagent les troupes, qui engagent les moyens, qui engagent même le pays lui-même, mais lorsqu'on en parle parfois avec une certaine légèreté, lorsqu'on en parle parfois avec un certain amateurisme, mais pourquoi ne voulez-vous pas que les CESAC ramènent aux journalistes ce qui devrait constituer le point minimum du travail, à savoir croiser les sources et faire parler tout le monde? C'est vrai qu'il y a un problème d'accès à l'information, encore que nous allons encore relancer au niveau de l'Assemblée nationale pour faire aboutir des processus. C'est un engagement que nous avons pris parce que nous voulons avoir tout au moins un écosystème prêt, même s'il y a encore des défis à relever, que nous devons relever ensemble. Nous avons fait un effort avec les militaires pour que les militaires puissent être de plus en plus disponibles, pour que tout au moins il y ait une voix lorsqu'il y a des questions. Mais la délicatesse des sujets, la compréhension des journalistes, toujours plus responsable. Plus la situation est difficile, plus les journalistes doivent être responsables et plus on va éviter les cas de dérapage que vous avez si bien dénoncés dans les rapports. Bon, je vais terminer en rigolant. Si je devais figurer sur la page de garde de ce rapport, je me demande si j'aurais eu le courage de venir. Les corporations, l'UNPC, le CESAC, jettent tout au long de l'année pour arriver à ce que le journaliste soit sécurisé. Notre interlocuteur direct, c'est le gouvernement, négocie avec le gouvernement, et là nous avons la chance d'avoir quelqu'un comme Mouyaya. On discute avec lui. Lorsque l'affaire Boujakel est arrivée, nous sommes